tout l'après-midi. Alors, donc, le but de ces exposés, bon, donc présenter la gravitation. Donc, bon, c'est pas un exposé qui va être complètement un exposé à l'astrophysique, d'accord? L'astrophysique aura sa part, évidemment, puisqu'elle a un rôle important pour me permettre de comprendre la gravitation, et c'est la gravitation qui nous a permis beaucoup d'avancer en astronomie. Je vais d'abord faire en fait un petit survey de la gravitation dans l'ensemble des interactions dans la nature et expliquer de façon aussi simple que possible les concepts d'espace-temps, surtout pour expliquer que l'espace-temps c'est quelque chose qui est vraiment très simple en fait, beaucoup plus simple que ce qu'on pense, et surtout pour essayer de localiser la difficulté en fait. Qu'est-ce qui est difficile dans le concept d'espace-temps? C'est pas forcément une notion d'espace-temps. Ensuite, je m'attarderai sur le cœur de la conférence, c'est vraiment d'expliquer ces deux grandes idées pour décrire la gravitation qui ont été la théorie de Newton et la relativité générale, qui sont vraiment les deux théories à partir desquelles quasiment tout se fait. Aujourd'hui, on comprend énormément de choses avec la relativité générale. Bon, on a des problèmes, bien sûr. Le but aussi de la conférence, c'est de vous montrer, donc, de dire où sont les problèmes actuels qu'on a avec ces théories de la gravitation. Et donc, au fur et à mesure de l'exposé, donc, j'expliquerai ce que les théories nous ont permis de comprendre en sciences de l'univers, ce que ça nous a apporté, etc. Alors la gravitation, donc c'est une interaction. Bon, alors pour un scientifique, l'interaction c'est un concept clair. Pour une personne, je crois qu'il n'y a pas de scientifique. Donc une interaction c'est une force. Disons que c'est un phénomène qui fait que quand on met deux corps, différents deux corps en présence l'un de l'autre, spontanément ils ont tendance à changer d'état, d'une façon ou d'une autre. Alors un exemple particulier, l'exemple le plus trivial, vous prenez un objet, vous êtes pas de la Terre, si vous le lâchez, vous le lâchez donc dans un état qui est le repos, sans vitesse initiale, spontanément il va acquérir une vitesse, il acquiert une accélération en fait, et cette acquisition d'une accélération est due, dans ce cas-là, à l'interaction qui va nous intéresser aujourd'hui, qui est l'interaction gravitationnelle. Donc le corps va spontanément se mettre en mouvement, donc en direction de la planète, à proximité duquel on le lâche. Donc c'est la gravitation qui nous intéresse, c'est la première des interactions dans le classement que j'ai fait ici. Alors sa particularité, c'est qu'elle se manifeste à grande échelle, elle concerne tous les objets, il n'y a pas d'objet que l'on connaisse aujourd'hui qui soit sous ce phénomène d'attraction, et de gravitation, et elle est toujours attractive. C'est-à-dire qu'on ne connaît pas physiquement de cas répulsifs. Bon, rien n'empêcherait sur le papier d'imaginer que certains corps puissent avoir une masse négative, et donc qu'il puisse y avoir de la gravitation répulsive, mais le fait est qu'on n'a jamais observé cela. Toutes les particules que l'on connaît sont sensibles à la gravitation et ils sont sensibles d'une façon attractive. C'est donc cet ensemble de deux propriétés, le fait qu'elles concernent tous les objets, qu'elles agissent à grande échelle et qu'elles sont attractives toujours, qui fait qu'elles structurent en fait l'univers à grande échelle. D'autres interactions concernent pas forcément tous les corps, mais presque tous les corps également, et agissent également à grande distance. Par exemple, l'interaction électromagnétique, surtout sa partie électrique. Simplement, c'est ce qui se passe pour l'interaction électromagnétique, c'est non seulement elle ne concerne pas absolument tous les corps, mais les corps qui sont concernés par elle se classent en deux catégories. Ceux qui sont chargés positivement et ceux qui sont chargés négativement. Et l'interaction électrique est une interaction attractive entre deux corps qui ont des charges opposées, par contre elle est répulsive entre deux corps de même charge. Et donc ceci fait que quand vous avez beaucoup de corps chargés, le fait que les corps positifs et négatifs commencent à se rapprocher les uns des autres, fait que le champ effectif de cet ensemble, finalement est à relativement courte portée, il décroît beaucoup plus vite que le champ exercé par un seul corps. C'est ceci que l'interaction électromagnétique ne structure pas l'univers à grande échelle, comme elle fait la gravitation. Alors l'interaction électromagnétique, en fait, elle nous concerne également beaucoup dans la vie courante. Si la force gravitationnelle explique pourquoi on reste au niveau du sol, pourquoi les objets ont tendance à tomber sur Terre quand on les lâche, l'interaction électromagnétique nous explique pourquoi la matière, en gros, ressemble à ce qu'elle est. C'est elle qui est responsable de la cohésion atomique, pourquoi les électrons ont tendance à se mettre un certain nombre autour des noyaux atomiques, donc vous avez un noyau atomique et des électrons donc, dans leur voisinage. C'est elle aussi qui est responsable de la cohésion moléculaire, c'est-à-dire pourquoi donc, ces atomes, une fois constitués, ont tendance à se rassembler, enfin c'est elle avec la théorie quantique, c'est un peu plus compliqué que ça, mais disons que l'interaction électromagnétique permet de comprendre la cohésion moléculaire, c'est-à-dire l'assemblage des atomes entre eux pour former des molécules, également permet de comprendre comment ces molécules se transforment quand on les met en présence les unes des autres, comment elles échangent des atomes ou comment elles se dissocient, c'est-à-dire c'est tout le problème de la physique moléculaire et donc tout le problème de la chimie qui est sous-jacent. C'est ce qui explique également l'état de la matière, pourquoi la matière peut se trouver à l'état solide, à l'état liquide ou à l'état gazeux,
elle se trouve à l'état solide lorsque les cohésions entre molécules est tellement forte qu'elle bloque les molécules les unes par rapport aux autres. Elle est à l'état liquide lorsque l'interaction est un peu moins importante de telle sorte qu'elle ne les bloque pas les unes par rapport aux autres, mais elle les maintient à distance à peu près constantes les unes des autres. Donc vous avez un fluide incompressible, mais donc dont la forme change. Mais par contre, quand l'interaction résiduelle entre ces molécules est négligeable, est suffisamment faible pour permettre à la distance de ces molécules de changer les unes par rapport aux autres, eh bien on a l'état gazeux. Alors ensuite, bon, l'interaction forte, si on s'intéresse, donc si on remonte au niveau de l'atome, on regarde le noyau atomique, il est constitué de particules neutres, les neutrons, et de particules chargées positivement, qui donc devraient se repousser puisqu'elles ont la même charge, mais en fait, quand leur distance est très faible, de l'ordre de 10 puissance moins 15 mètres, apparaît d'autres interactions qui est l'interaction forte qui prend là-dessus et qui assure la cohésion du noyau atomique. Donc cette cohésion-là, c'est celle qui est responsable, notamment de tous les phénomènes de la physique nucléaire. Quand un noyau atomique se casse en deux, par exemple, quand une particule n'est pas, etc., c'est le phénomène, de physique nucléaire, c'est l'interaction forte qui est derrière. Et il y a également, bien sûr, l'émission d'énergie par les étoiles, par le Soleil en particulier. C'est un phénomène qui est attaché, bien sûr, à l'interaction forte. Une autre interaction, l'interaction faible, qui explique certains phénomènes de radioactivité, la radioactivité bêta, bon, je ne vais pas en parler beaucoup. Voilà donc l'ensemble des 4 interactions fondamentales qui structurent la nature. Alors, 4 interactions, on peut se dire que c'est un petit peu compliqué, au moins au niveau des concepts. On préfère en fait que l'ensemble des phénomènes qu'on observe soient décrits par une cause unique. Donc ce que les physiciens cherchent à faire, c'est à unifier ces interactions. Alors unifier, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on prend 2 théories, par exemple, on essaie de faire apparaître en fait une unification profonde entre des concepts qui a priori nous paraissent différents. On prend une image géométrique, si je prends cet objet-là, que je monte, que je regarde de face, je vais voir un cercle. D'accord? Si je le regarde de cette façon-là, comme ceci, je vais voir un rectangle, j'ai l'impression de voir 2 objets différents. 2 objets relativement simples différents. Donc dans la réalité, il s'agit d'un cylindre, un objet unique. Et suivant comment je le regarde, je vois un cercle ou je vois un rectangle. Bien ça, exactement, c'est comme ça le problème de l'unification. Essayer en fait, à travers 2 phénomènes qui nous paraissent différents, de voir en fait un seul et même phénomène qui peut être vu de 2 façons différentes, en quelque sorte, voir finalement les différents effets apparents comme des effets de perspective sur un seul phénomène unique. Alors, ce point d'unification, c'est en fait finalement un problème très ancien, même si c'est pas toujours comme ça qu'on l'a présenté, mais la théorie de Newton, qui est la première théorie de la gravitation qui va nous intéresser, est une théorie profondément unificatrice. Avant Newton, on décrivait 2 types de mouvements. Le mouvement des objets célestes, c'était une chose, et les mouvements terrestres, c'était autre chose. Pourquoi, quand on prend un objet et qu'on le lâche, il tombe sur Terre, c'était un phénomène de physique terrestre qu'on ne rattachait pas aux raisons pour lesquelles la Lune tourne autour de la Terre, etc. Et bien Newton, en faisant une théorie dans laquelle il explique de la même façon, à partir de la même interaction gravitationnelle, aussi bien la chute des objets à la surface de la Terre que le mouvement des planètes autour du Soleil, fait véritablement une unification de 2 choses qui nous paraissaient complètement différentes. Donc la théorie de Newton, on peut la voir comme un exemple de théorie unificatrice. D'autres unifications célèbres, évidemment, l'unification électromagnétique, dont je vais parler un petit peu au-dessus. Alors ici, quand on parle des atomes, en fait, électromagnétique, en fait, c'est électrique plus magnétique. Électrique, c'est ce qui fait, par exemple, que quand on prend une règle, mais une règle en plastique, on la frotte, on approche des cheveux, on sait qu'on a des cheveux qui se dressent. Magnétique, c'est par exemple l'orientation de l'aiguille de la boussole terrestre. D'accord? Donc ça nous paraît assez différent quand on voit comme ça, mais en fait, la théorie électromagnétique permet de décrire ceci d'une façon unifiée en un certain sens. Ceci dit, on dit souvent que l'unification électromagnétique a été faite par la théorie de Maxwell. Moi, c'est quelque chose avec quoi je ne suis pas du tout d'accord. C'est pas vrai, dans la théorie de Maxwell, on a toujours un champ électrique et un champ magnétique. L'unification apparaît à partir du moment où le champ électrique et le champ magnétique apparaissent comme différentes composantes d'un objet unique, qui est, bon, pour les scientifiques, le tenseur électromagnétique qu'on peut écrire que quand on est dans l'espace-temps de la relativité restreinte. Donc c'est seulement quand on réinterprète la théorie de Maxwell dans le contexte de la relativité restreinte qu'on réalise véritablement l'unification électromagnétique. Bon, ça c'est un petit détail. Voilà, mais ceci montre déjà l'importance du concept d'espace-temps, qui va avoir un rôle central donc, dans ce petit exposé. Alors ensuite, l'interaction électromagnétique également a été unifiée, et ça c'est plus récent, c'est dans les années 70, avec l'interaction faible, pour former l'interaction électrofaible, cette théorie de Rayleigh-Salam, la chose, etc. Aujourd'hui, bon, alors unifier l'interaction faible, l'interaction électrofaible avec l'interaction forte, bon, il y a beaucoup d'idées qui sont en cours, c'est quelque chose bon, qui n'est pas complètement réalisé à ma connaissance, mais qui avance pas mal, il y a des gens qui ont des idées.
assez précise là-dessus. On peut penser que ça peut se faire sur un avenir relativement proche. Par contre, unifier l'interaction électromagnétique, électrofaible, l'interaction forte avec la gravitation, ça, on ne sait pas du tout faire. Ça, on est vraiment très très loin. Pour des raisons dont je ne sais pas, d'accord. Voilà, ça donc c'est pour la description donc, des concepts d'interaction. Donc je vais vous parler des notions d'espace et de temps. Alors, l'espace-temps, qu'est-ce que c'est? Souvent ça fait peur. Quand on parle d'espace, on a un petit peu une idée de ce que c'est. D'accord? L'espace, c'est ce qui fait que les objets sont répartis à différents endroits. Le temps, on a une petite idée de ce que c'est. Ce qui fait que tout se passe en même temps. D'accord? Quand on parle de l'espace-temps, on a l'impression que c'est quelque chose de très compliqué parfois. Il y a beaucoup d'étudiants en science-fiction, tout ça, on va passer dans l'espace-temps, etc. C'est pas ridicule, on y est déjà dans l'espace-temps. L'espace-temps, qu'est-ce que c'est en fait? En fait, c'est à quoi on fait référence vraiment tous les jours. L'espace-temps, en fait, quand on donne rendez-vous à quelqu'un, quand on se donne rendez-vous, on donne à la fois un lieu et une date. Si vous dites qu'on va se retrouver place Masséna, sans préciser de date, évidemment, vous ne vous retrouverez jamais. Si vous donnez une heure sans préciser de lieu, vous ne vous retrouverez pas. Quand vous fixez, vous donnez rendez-vous à quelqu'un, vous définissez en fait un événement de l'espace-temps, et précisément la donnée de ce lieu et de cette date. Donc en fait, l'espace-temps, qu'est-ce que c'est? Alors un événement, qu'est-ce que c'est? Donc pour un physicien, c'est ça. C'est la donnée d'une date et d'un lieu, précisément. Il ne s'y passe rien forcément de spécial. D'accord? C'est pas un événement au sens médiatique du terme. Dans le sens du physicien, c'est rien d'autre que ça. Et l'espace-temps, qu'est-ce que c'est? C'est l'ensemble des événements possibles. C'est l'ensemble des couples, dates et lieux. Alors Newton, ce que Newton a réalisé, c'est qu'avant de faire une théorie de la gravitation, puisque les phénomènes qu'il décrit se déroulent dans l'espace au cours du temps, il a d'abord besoin de faire une théorie précise de l'espace-temps. Donner d'abord précisément quelles sont les propriétés de l'espace et du temps, de l'espace-temps, donc propriété globale, avant de faire une théorie de la gravitation. Newton donc a réalisé que les propriétés de l'espace et du temps, a priori, ne sont pas des choses qui vont de soi, qu'il faut formaliser à travers une théorie. Alors Newton définit donc les propriétés de l'espace et du temps dans ce principe. Il dit d'abord, alors l'espace-temps, bon, l'espace à 3 dimensions, d'accord, il est euclidien, en particulier il est homogène et isotrope. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Homogène, bon, ça veut dire que si je fais une expérience ici, et que j'obtiens un certain résultat, si je refais la même expérience ailleurs, toutes choses égales, je vais trouver exactement le même résultat. Ça c'est la définition de l'homogénéité de l'espace. Dire que l'espace est isotrope, ça veut dire que quand je fais mon expérience, mon dispositif expérimental est orienté d'une certaine façon. Si je refais la même expérience dans tout mon dispositif expérimental, si rien d'autre n'est changé par ailleurs, eh bien le résultat de mon expérience sera exactement le même. Dire que le temps est uniforme, ça veut dire que c'est l'expérience que j'ai faite aujourd'hui, ben, si je refais toutes choses égales par ailleurs demain ou dans un an ou dans 100 ans, eh ben, je vais trouver exactement la même chose. Autrement dit, l'espace-temps de Newton, on ne peut pas imaginer quelque chose de plus ennuyeux que ça. Il ne se passe absolument rien de spécial. Où que vous soyez en lieu et en date, il va toujours passer la même chose. Et en plus, si vous considérez deux événements particuliers, qu'un observateur mesure qu'un intervalle de temps entre ces deux événements vaut 17,4 secondes, tous les autres observateurs de l'univers vont être d'accord avec lui. Ils vont tous dire que l'intervalle de temps qui sépare ces deux événements, c'est aussi de 17,4 secondes. Donc même pas la peine de se mettre en mouvement pour autre chose. Les propriétés de l'espace et du temps sont vraiment les mêmes, partout, en tout lieu, et pour tout observateur. Alors, un point qui est quand même important, ce qui est important d'insister, c'est que ce point-là n'est pas du tout logiquement impliqué par les autres. On peut très bien imaginer une notion d'espace et de temps homogène isotrope, mais dans lesquelles la mesure du temps dépend de l'observateur qui en fait la mesure. Cet espace-temps-là, c'est l'espace de la relativité restreinte. C'est l'espace-temps de Minkowski. Alors, l'espace-temps de Minkowski, c'est le suivant. L'espace-temps de Minkowski est aussi en milieu que l'espace-temps de Newton. L'espace est homogène isotrope, le temps est uniforme, mais la mesure du temps dépend de l'observateur qui en fait la mesure. C'est-à-dire que si un observateur mesure un intervalle de 17,4 secondes entre deux événements particuliers, eh bien c'est un observateur qui est en mouvement par rapport à lui, à une vitesse quand même pas petite devant la vitesse de la lumière, c'est autre chose, mais s'il se déplace par rapport à lui, il ne va pas trouver le même intervalle de temps. S'il a une vitesse faible par rapport à la vitesse de la lumière, il trouvera quasiment la même chose, il ne mesurera pas la différence. Mais si cette vitesse égale à la moitié de la vitesse de la lumière, il trouvera une différence de plusieurs secondes. Voilà, alors donc l'espace-temps de Minkowski a des propriétés différentes de l'espace-temps de Newton. Ces deux espaces-temps sont des constructions logiques parfaitement cohérentes. Donc savoir notre univers, c'est un espace-temps particulier. Quelles sont ses propriétés, au moins au niveau local? Ça, quand je fais une expérience
quand je fais une expérience dans mon laboratoire, et bien l'expérience dit sans aucune ambiguïté que les propriétés de l'espace-temps dans lequel nous vivons sont les propriétés de l'espace-temps du microscope. Ça, c'est un fait extrêmement important. Et donc, en ce sens, la notion d'espace-temps est donc indispensable. On ne peut pas découpler la notion d'espace-temps en notion d'espace d'un côté et de temps de l'autre d'une façon indépendante de l'observateur. Tout observateur a sa notion propre d'espace et de temps et peut décrire les choses en fonction de l'espace et d'un temps. Mais si on veut décrire les phénomènes physiques d'une façon indépendante de l'observateur, à cause du fait que la notion de mesure du temps dépend de l'observateur, on est obligé de raisonner fondamentalement dans l'espace-temps. Découper l'espace-temps en espace plus temps, c'est quelque chose qui n'a pas de sens, pour rien, dire un physicien. C'est quelque chose qui n'a pas de sens physique indépendant de l'observateur. Donc en ce sens, la notion d'espace-temps est indispensable si on fait de la physique, en tout cas si on se place dans des situations où des observateurs en mouvement relatif à une vitesse proche de la vitesse de la lumière sont amenés à comparer les observations. Alors, donc, cette découverte de l'espace-temps, ça, pour moi, je le dis à chaque fois, c'est véritablement, je considère que c'est véritablement l'an zéro de la physique théorique. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait rien en physique théorique avant la découverte de l'espace-temps. Il y avait plein de choses. Il y avait les théories de Newton, la gravitation, les théories de la lumière, corpusculaire, ondulatoire, la théorie de Maxwell, les débuts de la thermodynamique, etc. Et j'en passe des lumières. Mais disons qu'à partir du moment où on a compris qu'il fallait fondamentalement raisonner dans un espace-temps, dans l'espace-temps, que la notion de temps était quelque chose qui dépendait de l'observateur, notre vision sur la physique a complètement changé. Et avec cette nouvelle vision, des progrès considérables, en particulier l'unification électromagnétique, également la possibilité de géométriser la gravitation. C'est quelque chose qui ne peut se faire que dans un concept d'espace-temps. Il faut savoir que la relativité générale, en quelque sorte, des gens ils pensaient bien avant Einstein. Vers le milieu du 19e siècle, quelqu'un comme Riemann avait déjà l'idée qu'on pouvait peut-être géométriser la gravitation. J'en dis un peu sur ce que je vais dire ensuite. Mais ce qui lui manquait, c'était un ingrédient fondamental. Il n'avait que l'espace de Newton et le temps. Et donc, c'est pour ça qu'il n'a pas pu construire la relativité générale avant Einstein, en quelque sorte. Alors, deux théories de la gravitation. On va rentrer vraiment au cœur des choses. Alors, je vous remets donc à l'époque de Newton. On a une notion d'espace-temps qui est très simple, même tellement simple qu'on peut séparer une notion d'espace et de temps indépendante de l'observateur. Pour Newton, la notion de la mesure du temps ne dépend pas de l'observateur qui ont fait les mesures. Voilà, alors donc, il a défini un concept d'espace et un concept de temps, donc un concept d'espace-temps, et on peut se poser la question, quels sont, dans cet espace-temps, les mouvements les plus naturels? C'est-à-dire, si je considère un corps que je lui donne une vitesse initiale, et que ce corps ne subit aucune sollicitation extérieure, qu'il n'y a aucune force en quelque sorte qui agit sur lui, rien qui va agir sur son mouvement, rien d'autre que les propriétés de l'espace-temps lui-même, en quelque sorte. C'est que son mouvement, les propriétés de son mouvement vont être déterminées par les propriétés de l'espace-temps lui-même. Donc on peut se demander quel va être son mouvement naturel, à partir du moment où aucune sollicitation autre que l'espace-temps n'agit sur lui. Eh bien la réponse est très simple, c'est que le mouvement naturel dans l'espace-temps de Newton, c'est le mouvement rectiligne uniforme, ce qu'on appelle le principe d'inertie de Newton. Alors pourquoi cela? Ceci car l'espace de Newton est un espace sans courbure, c'est un espace euclidien. Ça ne veut dire pas qu'un espace est sans courbure, ça veut dire qu'on peut tracer des droites. On peut tracer des droites, on peut faire des droites parallèles, faire des triangles, la somme des angles c'est 180 degrés, etc. D'accord, des choses qu'on ne peut pas faire sur une sphère. Alors, donc, en plus, dans cet espace plat, enfin plat, pas dans le sens comme il fait des papiers, mais enfin, il a 3 dimensions, mais plat au sens euclidien du terme, eh bien, on peut tracer des droites dans cet espace, et ces droites possèdent une propriété très particulière, c'est que ce sont les courbes les plus simples, en le sens suivant, c'est que si vous considérez deux points dans l'espace, et vous posez la question, quel est le chemin le plus court pour relier ces deux points, eh bien, vous trouvez précisément que ce sont les segments de droite. Donc, les segments de droite, ce sont les courbes qui permettent d'aller le plus vite, en quelque sorte, d'un point A à un point B. Alors, chez Newton, en plus, le temps est uniforme. Ça veut dire que l'espace-temps de Newton lui-même est sans courbure. Par conséquent, cette propriété-là se transpose exactement à l'espace-temps de Newton. Donc, si vous considérez deux points dans l'espace-temps de Newton, c'est-à-dire deux événements, un premier événement, un deuxième événement ici, et vous vous posez la question, quel est le chemin le plus court dans l'espace-temps qui relie ces deux événements? Et de la même façon, c'est la ligne droite. Or, une ligne droite entre un événement A et un événement B, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en deux intervalles de temps égaux, je parcours une distance qui est la même. D'accord? Par conséquent, c'est un mouvement en ligne droite, et en plus qui se fait à vitesse constante. Donc, les courbes les plus simples correspondent au mouvement inertiel. Donc, ce sont les droites qui correspondent au mouvement inertiel dans la théorie de Newton. Et si vous travaillez dans l'espace-temps de Newton, vous travaillez dans l'espace-temps de Minkowski,
dans lequel la notion de temps dépend de l'observateur, eh bien, on va trouver la même chose. Le résultat sera essentiellement le même. Pourquoi? Parce que l'espace-temps de Minkowski lui-même est sans courbure. Donc, dans l'espace-temps de Newton ou de Minkowski, le mouvement naturel d'un corps qui ne subit aucune sollicitation, c'est le mouvement rectiligne uniforme. Or, quand on regarde la nature, on se rend compte que tous les mouvements qu'on observe ne sont pas rectilignes uniformes. Évidemment, les planètes tournent autour du Soleil. Alors pourquoi? Ça veut dire qu'il va falloir renoncer à quelque chose. Alors, à l'époque de Newton, on n'imaginait que l'espace-temps de Newton, on n'imaginait pas autre chose, donc on se disait, ben, ça veut dire que les planètes subissent une action, qui est en fait que les planètes sont sollicitées par quelque chose. Les planètes ne sont pas... les propriétés du mouvement des planètes ne sont pas déterminées par les seules propriétés de l'espace-temps. Donc ça, c'est la première conclusion qu'on peut tirer. Si on approfondit cette idée-là, on va construire une théorie de force de la gravitation dans laquelle on dit que si le planète tourne autour du Soleil, si un objet tombe sur la Terre, c'est parce qu'il subit une force qui l'écarte en permanence du mouvement inertiel. On approfondit cette idée et on construit la théorie de la gravitation universelle de Newton. Bon, ceci dit, on a quand même quelques siècles de recul par rapport à Newton. On voit bien, quand on voit ceci, qu'on peut envisager une autre possibilité. On peut très bien s'accrocher au fait que le mouvement d'un corps est un mouvement inertiel, c'est-à-dire qu'il n'est déterminé que par les propriétés géométriques de l'espace-temps. Et donc dire, si le mouvement n'est pas rectiligne uniforme, c'est quelque chose qui nous apprend, eh bien, ce fait-là nous apprend non pas quelque chose sur un champ de force qui existerait, qui agit sur les corps, mais ce fait nous apprend quelque chose sur les propriétés géométriques de l'espace-temps. Et donc nous dit que l'espace-temps n'a pas les propriétés triviales de l'espace-temps de Newton. L'espace-temps possède une courbure, qui est due à la présence des corps, et le fait que les planètes tournent autour du Soleil, c'est un effet de la courbure de l'espace-temps, et pas l'effet d'un champ de force qui serait exercé par le Soleil. Donc quand on approfondit cette idée, donc on dit que la géométrie de l'espace-temps est quelque chose de non trivial. Quand on approfondit cette idée, on va construire naturellement la théorie de la relativité générale. Alors les succès maintenant. Je commence d'abord par la théorie de Newton. On va voir les dessins, c'est un peu plus simple. Alors, donc, dans la théorie de Newton, l'espace-temps est plat quoi qu'il arrive. D'accord? Qu'il y ait de la matière dedans ou pas. Autrement dit, si je considère une planète, une vitesse initiale, quand il n'y a pas le Soleil, évidemment, elle va se déplacer tout droit à vitesse constante. Par contre, si je mets le Soleil dans l'espace-temps voisinage de la planète, l'espace-temps est toujours plat, mais ce Soleil exerce une force sur la planète, et cette force attire la planète vers le Soleil, et donc écarte en permanence la planète de son mouvement inertiel, et donc incurve son mouvement en direction du Soleil. Ça, c'est la théorie de Newton. Les succès de la théorie de Newton, on ne va pas les citer tous, évidemment, ils sont extrêmement nombreux. D'abord, c'est une théorie qui explique au même niveau pourquoi quand je prends un objet que je lâche, il va tomber sur le sol au même niveau que le mouvement de la Lune autour de la Terre. La raison est très simple, si vous prenez un objet sans vitesse initiale, il va tomber tout droit. Si vous le jetez, il va tomber un peu plus loin, etc. Si vous pensez que la Terre est ronde, si vous le lancez avec une vitesse suffisante, il va tomber, mais toujours trop loin, et donc en fait, il va tourner autour de la planète. Alors la vitesse à laquelle il faut le lancer au passage de la Terre, 8 km par seconde, c'est beaucoup bien sûr, mais bon, c'est tout à fait réalisable, on fait ça pratiquement tous les jours. Alors, les succès, autrement, alors, succès observationnel. Bon, d'abord, succès théorique. La théorie de Newton permet d'expliquer les lois de Kepler. Les lois de Kepler, c'est quelque chose qui a été constaté au début du XVIIe siècle, suite aux observations réalisées par Tycho Brahe et par Kepler. Donc Kepler disposait de plusieurs décennies d'observations très très précises, et il avait constaté les choses suivantes. Il n'avait aucune explication théorique à cela. Il a dit les planètes se déplacent autour du Soleil, leur mouvement est décrit par des ellipses. Le mouvement des planètes autour du Soleil se font le long d'ellipses, dont le Soleil occupe une position particulière qu'on appelle le foyer. On décrivait auparavant le mouvement des planètes en disant que c'est du mouvement circulaire, qu'on faisait des théories mystiques extrêmement compliquées. Kepler, quelque part, a simplifié cette description, mais en utilisant un concept géométrique un peu plus complexe que le cercle, qui est l'ellipse. Ça, c'était pour la première loi. Deux autres lois qui permettent de décrire. Alors, essentiellement, la première loi, la deuxième loi dit comment la vitesse de la planète le long de son orbite dépend de la distance, enfin, change avec la distance. Et la troisième loi permet de relier les périodes de différentes planètes se trouvant sur différentes orbites, des orbites de différentes dimensions. Voilà, alors donc Newton en fait, a construit sa théorie en fait, pour qu'elle puisse redonner les lois des Kepler. Mais donc, une fois qu'on a la théorie de Newton en place, eh bien, cette théorie permet d'avoir une explication de pourquoi les lois des Kepler, qui étaient simplement constatées à l'époque de Kepler, sans aucun support théorique. Après, c'est au niveau observationnel. Alors, la comète de Halley,
Donc les comètes, alors c'est un phénomène très mystérieux jusqu'à à cette époque-là, on se demandait, on pensait que c'était des objets qui venaient de l'infini, qui retournaient et donc qui aspiraient beaucoup de crainte. Puis les gens se sont dit, ben, après tout, la théorie de Newton met des solutions circulaires, elliptiques, et également des solutions elliptiques extrêmement allongées. Des solutions elliptiques extrêmement allongées, c'est-à-dire que si on met un petit corps là-dessus, il va passer près du Soleil très rapidement, il va donc être visible pendant un laps de temps très réduit, et passer beaucoup de temps sur le reste de l'orbite qui ne sera pas visible, et donc on verra effectivement cet objet-là que lors de son passage à proximité du Soleil. Mais si le mouvement d'une comète est bien un mouvement elliptique, ça veut dire qu'elle va revenir périodiquement, avec une période qui est reliée à la dimension de son orbite. Et donc différents astronomes se sont dit, ben, donc, si les comètes se déplacent sur des orbites keplériennes très allongées, eh bien, il y a des comètes qu'on pourrait avoir vues plusieurs fois dans l'histoire. Donc ils ont recensé toutes les comètes, les observations, en particulier Halley, a constaté qu'on avait vu une comète en 1531, 1607 et 1682, et il a constaté que la différence entre ces deux datas c'est quasiment la même chose. Bon, ça allait certainement un peu plus loin que ça, il fallait aussi que les orbites soient compatibles, etc. Et en gros, donc, il y avait des arguments forts pour dire que cet objet-là, peut-être, était un seul et même objet. Et donc, il dit, ben, si c'est le cas, dans 75 ans plus tard, on devrait voir l'objet revenir. Alors, 75 ans plus tard, évidemment qu'Halley n'était plus là pour faire l'observation, mais la comète était là. Donc c'était vraiment le premier gros succès observationnel de la théorie de Newton, qui est devenue une théorie véritablement prédictive, en ce sens qu'elle a permis de prévoir un phénomène astronomique à partir finalement des calculs. Alors le deuxième gros succès, là c'était la découverte de Neptune, ça c'était quelque chose d'assez formidable. Alors à l'époque de Newton, on connaissait 6 planètes. On connaissait Mercure, Vénus, la Terre, Mars, Jupiter, Saturne. Pendant longtemps la situation restait celle-ci, et autour de 1800, ou un tout petit peu avant, je ne sais plus la date précisément, on découvre un peu par hasard, quelque part, une 7e planète, qui est la planète Uranus. Donc dès qu'on a cette nouvelle planète, les astronomes sont super contents, allez, bon, on a mis du temps avant d'aller sur une planète, d'abord on a pensé que c'était une comète, etc. Enfin, quand on a commencé à déterminer son orbite, on s'est rendu compte que ça ne ressemblait pas du tout à une comète. On s'est mis à l'évidence, on s'est dit, bon ben, c'est probablement une planète, et donc on va déterminer son orbite. Donc on fait son orbite, on calcule, donc c'est une orbite elliptique, bien sûr, en première approximation, mais qui bien sûr subit l'influence également de Jupiter et de Saturne. On est capable de calculer ces corrections, et donc on trouve que c'est une orbite qui est elliptique, sauf qu'elle subit des petites corrections. On fait ces calculs, ça marche assez bien, et quand le temps passe, on se rend compte que ça marche de moins en moins bien. On reprend les calculs, et puis on se rend compte qu'il y a un écart qu'on a du mal à observer. Alors, pourquoi cela? L'explication qui s'est imposée finalement, c'est de dire, ça veut peut-être dire qu'on n'a pas l'ensemble des corps qui perturbent son mouvement. Peut-être qu'il y a un corps qui manque à l'appel. Et donc on a résolu un problème inverse, qui était contrairement au problème direct, qui consiste à dire, quand je connais les corps qui agissent sur le mouvement, je peux calculer le mouvement, et de dire, il y a un corps que je ne connais pas, mais je connais le mouvement. Et donc je vais remonter aux propriétés du corps, qui me permettent donc d'expliquer les mouvements que j'observe. On a dit, ben voilà, donc si les anomalies du mouvement de Neptune d'Uranus peuvent s'expliquer par la présence d'une 8e planète, cette 8e planète devrait avoir telle masse, devrait se trouver à tel endroit dans le ciel. On a observé, et c'est vraiment quelque chose, je crois, c'est des